Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'ahuera. Ma femme m'a enfermé dans notre sous-sol après que j'ai demandé le divorce, mais le vieux magnétophone dont elle ignorait l'existence est devenu mon salut et sa perte. Je n'aurais jamais cru que les mots « je veux divorcer » mèneraient à ce cauchemar. Après 7 ans de mariage, l'amour s'était effrité, remplacé par des disputes et des silences glacials. Nous n'étions plus que des automates, deux étrangers partageant un toit mais plus une vie. Ce soir-là, j'ai enfin trouvé le courage de mettre fin à tout cela. Je veux divorcer, ai-je dit. Les mots sont restés suspendus dans l'air, au-dessus de la table. Elle m'a fixé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Je m'attendais à des larmes, à de la colère, à des supplications. À tout, sauf à ce calme étrange qui a envahi son visage. Il y a quelqu'un d'autre, a-t-elle demandé, la voix troublante de stabilité. Non, ai-je répondu honnêtement. Je ne peux simplement plus supporter ça. Nous sommes malheureux, tous les deux. Elle a hoché la tête, a posé sa fourchette avec une lenteur calculée, et a dit, je comprends. Nous devrions discuter des détails demain, quand nous aurons tous deux repris des forces. Sa réponse raisonnable aurait dû me soulager, au lieu de cela, un frisson m'a parcouru l'échine. En 7 ans, elle n'avait jamais été aussi calme face à un conflit. Pourtant, je me suis convaincu que c'était bon signe, que nous pourrions nous séparer à l'amiable. Cette nuit-là, elle m'a apporté un verre de whisky. Un dernier verre de mari et femme, a-t-elle dit avec un sourire triste. J'ai accepté, ne voulant pas briser la paix fragile entre nous. La boisson avait un goût légèrement étrange, mais je n'y ai pas prêté attention, attribuant cette amertume à la tension de la soirée. Quelques minutes plus tard, ma vision s'est troublée et mes membres se sont alourdis. J'ai essayé de me lever, mais je me suis effondré sur le canapé. La dernière chose que j'ai vue, avant que les ténèbres ne m'engloutissent, fut son visage me regardant avec une curiosité détachée. Je me suis réveillé sur un sol en béton froid, la tête martelée de douleur, la bouche sèche comme du papier de verre. Désorienté, j'ai tenté de comprendre où je me trouvais à la lueur faible, des murs en béton, des étagères en métal, l'odeur familière de la lessive et de la vieille peinture. Notre sous-sol. Allô, ai-je appelé, ma voix résonnant dans l'espace confiné. J'ai titubé jusqu'à la porte en haut de l'escalier et j'ai tourné la poignée, verrouillée. Et ouvrez cette porte, ai-je crié, frappant contre le bois de mes poings. Aucune réponse. J'ai entendu le téléphone de la maison sonner à l'étage, suivi de sa voix étouffée, puis de pas approchant de la porte du sous-sol. Une petite trappe, au bas de la porte, a coulissé. C'était un monte-charge que j'avais construit des années auparavant, lors des travaux, pour transporter facilement le linge et les outils. Son visage est apparu dans la petite ouverture, les yeux grands et brillants d'une émotion que je ne saurais nommer. « Tu es réveillé, c'est bien » a-t-elle dit, presque joyeusement. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Ouvre cette porte tout de suite, ai-je exigé. Elle a penché la tête, m'étudiant comme un spécimen curieux. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos du divorce. Et c'est ta réponse ? M'enfermer au sous-sol ? As-tu perdu la tête ? Je ne pouvais pas croire ce qui arrivait. Je n'ai rien perdu du tout, a-t-elle répondu calmement. Mais tu veux me quitter, et je ne peux pas l'autoriser. C'est un enlèvement. Tu ne peux pas me garder ici. Son expression s'est assombrie. J'ai prêté serment, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne plaisantais pas. Une terreur glaciale m'a submergé alors que la réalité de ma situation devenait limpide. Ce n'était ni une dépression passagère ni une blague tordue, c'était prémédité. Les gens vont me chercher, ai-je averti. Mon travail, ma famille. J'ai déjà appelé ton bureau. Tu prends un congé d'urgence pour une affaire de famille. Quant aux autres, tu es parti aider ton cousin après son accident. Le pauvre. Le réseau est épouvantable là où il habite. Elle avait pensé à tout. Je l'ai fixé, ne reconnaissant plus la femme que j'avais épousée. Pourquoi fais-tu ça, ai-je demandé, le désespoir gagnant ma voix. Elle s'est penchée près de la petite ouverture et a murmuré ces mots qui allaient hanter mes cauchemars pour les jours à venir, si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. La petite trappe s'est refermée, me replongeant dans la pénombre. J'ai entendu les verrous s'enclencher de l'autre côté. Alors que la gravité de ma situation me frappait, je réalisais que j'étais prisonnier chez moi, captif de celle qui avait promis de m'aimer et de m'honorer.
Je me suis laissé glisser contre le mur, l'esprit passant en revue toutes les options, chacune plus désespérée que la précédente. Une chose était terriblement claire, j'avais gravement sous-estimé ses capacités, et j'étais désormais piégé, sans savoir ce qu'elle comptait faire de moi ni combien de temps elle comptait me garder ici. Le premier jour de captivité s'est écoulé dans un flou de rage et d'incrédulité. J'ai alterné entre les cris, jusqu'à en perdre la voix, et les tentatives pour défoncer la porte jusqu'à ce que mon épaule soit meurtrie. La porte du sous-sol était en chêne massif, renforcée par du métal, un autre de nos projets de rénovation. L'ironie amère ne m'a pas échappé. Une fois le choc passé, j'ai commencé à évaluer les lieux plus systématiquement. Le sous-sol faisait environ 40 mètres carrés, sans fenêtre, avec pour seule sortie la porte en haut de l'escalier. Les tuyaux au plafond étaient trop solides pour être brisés, et les câbles électriques étaient protégés par des conduits en métal. Elle avait tout retiré de potentiellement dangereux, outils, produits chimiques, même les rallonges. La trappe était tout juste assez grande pour laisser passer une assiette ou une petite boîte. C'était mon idée, conçue pour faciliter le tri du linge, désormais, c'était mon seul lien avec le monde extérieur et ma seule source de nourriture et d'eau. 3 fois ce jour-là, la trappe s'est ouverte pour livrer des repas, de simples sandwichs et de l'eau en bouteille. À chaque fois, j'ai essayé d'engager la conversation, de la raisonner, mais elle restait dérangeamment calme, répondant avec la patience d'une mère face à un enfant difficile. « Combien de temps penses-tu pouvoir tenir comme ça ?» ai-je demandé lors d'un de ces échanges. « Aussi longtemps que nécessaire », a-t-elle répondu, la voix sereine. « Jusqu'à ce que tu comprennes que nous sommes faits pour être ensemble. » « Les gens vont venir me chercher », ai-je insisté. « Ils l'ont déjà fait », a-t-elle répondu avec un léger sourire. « Ton patron a appelé ce matin, s'étonnant de ton absence à la réunion Johnson. » Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Que tu avais reçu des nouvelles de l'accident de ton cousin. Que tu avais dû partir immédiatement dans l'Idaho pour être avec lui. Le pauvre, il ne s'en sortira peut-être pas, a-t-elle soupiré théâtralement. Ton patron a été très compréhensif, il t'a envoyé ses pensées et ses prières. Je ne pouvais pas croire à sa facilité à mentir, à la minutie avec laquelle elle avait élaboré cette fausse narration. Mes parents vont t'appeler, ai-je lancé. Ils l'ont déjà fait aussi. Même histoire. Ils étaient tellement touchés que tu te précipites pour aider ta famille, même un cousin que tu n'as pas vu depuis des années. Cela prouve quel homme bon tu es. Ses yeux brillaient de ce qui ressemblait étrangement à de la fierté. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le vieux canapé lire légué au sous-sol des années auparavant, écoutant ses pas au-dessus de moi. Le téléphone a sonné plusieurs fois, je pouvais entendre sa voix, sans distinguer les mots, alors qu'elle tissait sa toile de mensonges à tous ceux qui s'inquiétaient de ma disparition. Le deuxième jour, j'ai commencé à explorer méthodiquement chaque recoin du sous-sol. Derrière de vieilles caisses, j'ai trouvé un trésor oublié, mon vieux magnétophone à cassette de l'université, avec une cassette vierge à l'intérieur. Je l'utilisais autrefois pour enregistrer les répétitions de mon groupe, puis je l'avais rangé et oublié. En le testant discrètement, j'ai été surpris de constater qu'il fonctionnait encore, bien que la batterie soit faible. Cela pouvait être précieux. Si je pouvais documenter ses confessions, ses menaces, cela deviendrait une preuve, pas seulement pour la police, mais pour moi-même. Une preuve que je ne perdais pas la tête, que ce cauchemar était bien réel. J'ai soigneusement caché le magnétophone parmi mes quelques affaires. Elle avait été rigoureuse pour retirer tout ce qui pourrait m'aider à m'échapper, mais elle n'avait pas réalisé que cette relique était ici. C'était ma première lueur d'avantage, aussi petite soit-elle. Cet après-midi-là, j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Par l'unique bouche d'aération du sous-sol, connectée au système de ventilation de la maison, j'ai pu entendre des voix. Quelqu'un était venu à la maison. John est parti depuis 3 jours maintenant, a dit une voix masculine. John, mon collègue. Ai-je réalisé avec un élan d'espoir. Ce n'est pas son genre de disparaître sans faire le transfert pour le projet Westrich. Je sais, a-t-elle répondu, sa voix prenant une tonalité préoccupée qui m'a fait bouillir le sang. C'était si soudain. L'accident de son cousin l'a vraiment secoué. La réception est horrible là-bas, un petit village dans l'Idaho rural. Il m'a appelé une fois depuis le téléphone fixe de l'hôpital. Eh bien, dis-lui de m'appeler dès qu'il peut. Le client commence à s'impatienter. Bien sûr, je suis sûr qu'il appellera dès que possible. J'avais envie de hurler, de frapper le plafond,
mais le sous-sol était trop bien isolé. La bouche d'aération était trop étroite et trop coudée pour laisser passer ma voix jusqu'à l'étage. John était juste là, si près, totalement dupé par son jeu d'actrice. Quand j'ai entendu sa voiture repartir, le désespoir m'a envahi. Suivi par une détermination farouche. Je devais être plus malin. Je ne pouvais pas compter sur les secours, je devais me sauver moi-même. Cette nuit-là, quand elle a apporté le dîner par la trappe, j'ai changé de stratégie. Fini les cris et les menaces. J'ai parlé calmement, raisonnablement. J'ai réfléchi à la situation, ai-je dit, en observant ses yeux se plisser de suspicion. Peut-être devrions-nous parler de ce qui s'est passé entre nous, comment nous en sommes arrivés là. Une lueur de l'espoir a traversé son visage avant qu'elle ne se reprenne. Il n'y a rien à discuter. Tu voulais me quitter. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je comprends ta blessure, ai-je dit en pesant mes mots. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui a changé entre nous? Un instant, elle a semblé déstabilisée par mon approche, puis elle a secoué la tête. Dors un peu. Nous en reparlerons demain. Dès que la trappe s'est refermée, je me suis retiré dans mon coin et j'ai discrètement récupéré le magnétophone. J'ai appuyé sur « Enregistrer » et j'ai murmuré « Deuxième jour de captivité ». Elle a dit à tout le monde que je suis avec un cousin dans l'Idaho. John est passé aujourd'hui, sans soupçon. Elle a trop bien préparé son coup. Je dois être patient, récolter des preuves, trouver une faille dans son plan. Surtout, je dois trouver un moyen de sortir de ce sous-sol avant qu'elle ne décide quoi faire de moi définitivement. J'ai éteint l'appareil et je l'ai caché. La patience serait mon allié désormais. J'allais observer, attendre, enregistrer chaque interaction, et j'allais examiner cette porte, chaque charnière, chaque vis du mécanisme. Il devait bien y avoir une sortie. En m'enfonçant dans un sommeil agité, une pensée m'a soutenu, elle contrôle peut-être mes circonstances actuelles, mais elle a fait une erreur capitale. Elle m'a laissé en vie, avec du temps pour réfléchir et planifier, et ce sera sa perte. Une semaine après mon emprisonnement, j'avais instauré une routine sinistre. 3 fois par jour, la trappe s'ouvrait pour la nourriture, l'eau et parfois des vêtements propres. À chaque fois, j'engageais la conversation, enregistrant soigneusement nos échanges quand c'était possible. La batterie du magnétophone faiblissait, alors je l'utilisais avec parcimonie, réservant les enregistrements au moment où elle semblait le plus instable. Tu as été plus raisonnable ces derniers temps, a-t-elle dit le 7e jour, ses yeux m'étudiant à travers la petite ouverture. Commences-tu à comprendre pourquoi nous devons rester ensemble? J'ai hoché la tête, forçant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. J'ai eu le temps de réfléchir ici en bas. Peut-être que j'ai été trop hâtif concernant le divorce. Son visage s'est illuminé instantanément et elle a tendu la main par la trappe pour toucher la mienne. J'ai lutté contre l'envie de reculer. Je savais que tu finirais par comprendre. Nous avons fait des vœux, tu te souviens. Pour toujours, ai-je répété, la bile me montant à la gorge. Mais ne penses-tu pas qu'il est temps de me laisser sortir? Je n'irai nulle part, je te le promets. Son expression s'est immédiatement assombrie. Pas encore. Tu n'es pas prêt. Je le vois dans tes yeux. Tu veux toujours me quitter. Ce n'est pas vrai, ai-je protesté, mais elle avait déjà claqué la trappe. J'ai attendu que ses pas s'estompent, puis j'ai récupéré le magnétophone sous la latte du plancher. Jour 7, ai-je murmuré dans l'appareil. Elle devient de plus en plus paranoïaque, mais aussi désespérée par la réconciliation. Le schéma est clair, elle veut que je supplie pour obtenir son pardon, que je réaffirme notre mariage. Mais même quand je prétends coopérer, quelque chose dans mon regard ou ma voix me trahit. Elle ne me libérera pas tant qu'elle ne croira pas sincèrement que je veux rester. Et même là, j'ai marqué une pause, déglutissant avec peine, même là, je ne suis pas sûr qu'elle ait jamais eu l'intention de me laisser partir. J'ai éteint l'enregistreur, économisant sa précieuse batterie, et je suis retourné à mon examen minutieux de la porte. Durant la semaine, je l'avais étudiée sous toutes les coutures, notant que les charnières étaient à l'extérieur, inaccessibles. La serrure, en revanche, était une autre histoire. C'était un pen dormant standard avec des vis visibles de mon côté. En explorant le sous-sol, j'avais fait l'inventaire de tout ce dont je disposais. Les outils utiles avaient disparu, mais elle avait négligé quelques objets, le magnétophone, de vieux magazines, des cartons,
une pile de décorations de Noël et, plus prometteur encore, une boîte poussiéreuse d'ustensiles de cuisine que nous devions donner des années plus tôt. À l'intérieur, j'ai trouvé un couteau à beurre émoussé avec un bout tordu. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pourrait suffire pour ses vis. Chaque nuit, après qu'elle se soit couchée, je travaillais sur la porte pendant des heures, desserrant graduellement les vis du mécanisme. La progression était d'une lenteur atroce. Le couteau remplaçait mal un tournevis, glissant sans cesse et menaçant d'abîmer les vis. Mes doigts étaient à vif et ensanglantés, mais j'ai persisté. Que avais-je d'autre à faire? Le jour, je me reposais et je continuais ma comédie de remords. Je commençais à lui poser des questions sur sa journée, sur le monde extérieur, prétendant regretter nos conversations perdues. Parfois, elle s'attardait à la trappe, affamée du lien qu'elle voulait si désespérément reconstruire. « Quelqu'un a appelé pour moi aujourd'hui ?» ai-je demandé pendant le déjeuner du 8e jour. « Ta mère ?» a-t-elle répondu. « Elle veut que tu l'appelles dès que tu peux. » Je lui ai dit que l'hôpital ne te permet d'utiliser le téléphone qu'à certaines heures. « Merci », ai-je dit, forçant la gratitude dans ma voix. « Et pour le travail ?» Marque encore. Le projet Johnson prend du retard. J'ai ajouté, tu devrais essayer d'appeler demain. Elle a hésité, puis a ajouté, tu devrais préparer ce que tu vas dire. Il faut que tu aies l'air d'être à l'hôpital. J'ai hoché la tête, notant à quel point elle révélait involontairement ses tromperies. Je vais y réfléchir. Peut-être que tu pourrais m'aider à trouver une histoire convaincante. Elle a semblé ravie de cette demande de collaboration. Nous avons toujours bien travaillé ensemble. Cette nuit-là, après l'avoir entendue aller se coucher, j'ai enregistré un nouvel épisode, jour 8. Elle est de plus en plus à l'aise avec la situation, prête à partager les détails de sa couverture. Cela pourrait jouer en ma faveur. Plus elle en révèle, plus j'accumule de preuves. La porte progresse lentement, j'ai réussi à desserrer 2 des 4 vis, mais elles ne sont pas encore libres. Mes doigts sont en sang, mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. J'ai posé l'enregistreur et repris le couteau à beurre. Encore 2 vis. Je devais être prudent, trop de bruit et elle pourrait m'entendre, trop de précipitation et je risquais d'abîmer les vis définitivement. En travaillant dans la pénombre, j'ai repensé au jour où j'avais demandé le divorce. Les signes étaient là, sa possessivité croissante, son isolement subtil de mes amis et de ma famille, ses réactions disproportionnées face à des désaccords mineurs. Comment avais-je pu rater l'ampleur de son instabilité? À mi-chemin du desserrage de la 3e vis, j'ai entendu un craquement en haut. Je me suis figé, le couteau en l'air. Des pas ont traversé le plancher au-dessus, se dirigeant vers la salle de bain. Je me suis rapidement retiré vers le canapé-lit, cachant le couteau en dessous, et j'ai fait semblant de dormir. La lumière de la salle de bain s'est allumée, visible sous la fente de la porte du sous-sol. L'eau a coulé, la chasse d'eau a tiré, puis des pas encore. Mais cette fois, ils se sont arrêtés en haut de l'escalier. Mon souffle s'est coupé. M'avait-elle entendu travailler sur la porte? Descendait-elle vérifier? La poignée a légèrement vibré alors qu'elle la testait pour s'assurer qu'elle était toujours fermée. Puis elle s'est éloignée vers la chambre. J'ai expiré et attendu 30 minutes entières avant de reprendre le travail. Cette fois, j'ai enroulé un morceau de tissu déchiré de mon t-shirt autour du manche du couteau pour une meilleure prise et pour étouffer le bruit. À l'aube, j'avais desserré la 3e vis et commencé la 4e. Ma progression était douloureusement lente, mais c'était une progression. Quand j'ai entendu son réveil sonner à l'étage, j'ai soigneusement remis les vis en place, les faisant paraître serrées tout en m'assurant qu'elles s'enlèveraient facilement le moment venu. Puis je suis retourné sur le canapé-lit, cachant mes outils en attendant la première livraison de nourriture. Alors que je l'entendais bouger dans la cuisine au-dessus, j'ai répété ma prestation, un dosage égal de contrition, de dépendance et de curiosité prudente. Il fallait qu'elle croie que je m'adaptais à ma captivité, que j'acceptais cette nouvelle réalité tordue. La trappe s'est ouverte exactement à l'heure. Petit déjeuner, a-t-elle annoncé, glissant une assiette avec du pain grillé et une banane. Merci, ai-je dit, croisant son regard avec un air exercé de soumission. Je me disais, peut-être pourrions-nous parler un peu plus de nous tout à l'heure. Elle a souri, le premier sourire authentique que je voyais depuis le début de ce cauchemar. J'aimerais beaucoup, a-t-elle dit. Dès que la trappe s'est refermée, je me suis accordé un moment de satisfaction sombre.
La porte était presque prête, mes preuves s'accumulaient, et surtout, elle commençait à croire qu'elle gagnait. Elle était loin de se douter que son plan parfait avait une faille fatale, elle avait sous-estimé jusqu'où j'irais pour retrouver ma liberté. Le 10e jour de ma captivité, la monotonie fut rompue par le bruit d'une voiture se garant dans l'allée. Depuis ma position près de la bouche d'aération, j'ai pu entendre la portière claquer, suivie de pas approchant de la porte d'entrée. La sonnette a retenti, à peine audible depuis ma prison souterraine. Qui est-ce, ai-je marmonné pour moi-même, plaquant mon oreille contre la grille d'aération. Après un moment, j'ai reconnu la voix, John, mon collègue de travail. Mon cœur a bondi dans ma gorge. C'était une chance, peut-être ma seule chance. Point passé dans le quartier et je me suis dit que je passerais voir si tu avais des nouvelles, disait John. Le client fait vraiment pression pour avoir des mises à jour sur le projet. C'est tellement attentionné de ta part de vérifier en personne, a-t-elle répondu, sa voix dégoulinant de cette fausse douceur que j'avais appris à mépriser. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles. La réception est toujours horrible, mais il a appelé brièvement hier. Il a dit que les médecins faisaient encore des tests sur son cousin. J'ai rampé à travers le sous-sol, me positionnant directement sous l'entrée. Sans hésitation, j'ai commencé à crier de toutes mes forces. John. Je suis ici. Elle m'a enfermé au sous-sol. À l'aide. J'ai frappé le plafond avec mes poings, faisant autant de bruit que possible. Ma gorge me brûlait, mais j'ai continué à crier désespérément, espérant que ma voix passerait à travers les planches. C'était quoi ça? J'ai entendu John demander, sa voix soudain inquiète. Il y a eu un silence, et pendant un moment glorieux, j'ai cru qu'il m'avait entendu. Puis elle a ri, un son léger et méprisant qui m'a glacé le sang. Oh, c'est juste la télé. Je la laisse allumer pour le bruit de fond. La maison paraît si vide sans lui. On aurait dit quelqu'un qui crie, a dit John, l'incertitude dans la voix. J'ai redoublé d'efforts, hurlant son nom jusqu'à ce que ma voix craque. John. Ici. Au sous-sol. S'il te plaît. Ça vient d'en bas, a demandé John. J'ai entendu des pas se diriger vers la porte du sous-sol, et l'espoir a jailli en moi comme de l'électricité. C'est une série policière que je regarde en boucle, a-t-elle dit rapidement. Assez intense, hein? Attends, je vais baisser le volume. J'ai entendu ses pas s'éloigner rapidement de la porte du sous-sol, probablement vers la télévision du salon. Elle a dû allumer la télé, car soudain le son d'un polar a envahi la maison, couvrant mes cris. Désolé pour ça, a-t-elle dit, sa voix redevenue proche de celle de John. Je ne réalisais pas que c'était si fort. Tu sais ce que c'est quand on est seul dans la maison, on augmente le son juste pour avoir un peu de compagnie. Bien sûr, a dit John, même s'il semblait encore sceptique. Enfin, peux-tu lui demander de m'appeler dès que possible? La date limite pour le projet Johnson est la semaine prochaine, et on est bloqué sans son input. Bien sûr, a-t-elle répondu avec aisance. Je ferai en sorte qu'il sache que c'est urgent. Merci, a dit John. Eddie, ça va? Tu as l'air un peu, je ne sais pas, tendu? Juste inquiète pour lui, a-t-elle répondu, et je dors mal. Le lit semble trop grand sans lui. Leurs voix se sont dirigées vers la porte d'entrée. John partait. Ma seule chance de sauvetage s'en allait. John. Ne pars pas, ai-je crié, frappant le plafond avec une telle force que mes phalanges ont saigné. Mais la télévision couvrait mes cris, et quelques instants plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Le moteur d'une voiture a démarré, puis s'est éloigné au fur et à mesure que John partait. Je me suis effondré sur le sol, submergé par le désespoir. Si près, il était passé si près. La télévision s'est soudainement tue. J'ai entendu ses pas, délibérés et mesurés, s'approcher de la porte du sous-sol. La trappe s'est ouverte avec une force inhabituelle. C'était stupide, a-t-elle dit, la voix glaciale. Très, très stupide. J'ai levé les yeux vers elle, ne prenant même plus la peine de cacher ma haine. Il m'a entendu. Il a suspecté que quelque chose n'allait pas. Vraiment, a-t-elle demandé, ses lèvres se courbant en un sourire. Alors pourquoi est-il parti si facilement? Pourquoi n'a-t-il pas insisté pour vérifier le sous-sol? Regarde la réalité en face, il m'a cru sans hésitation. Parce que, pourquoi ne le ferait-il pas? Je suis l'épouse dévouée,
morte d'inquiétude pour son mari qui s'est précipité au chevet de son cousin. Elle avait raison, et nous le savions tous les deux. John avait accepté son explication, balayant ses soupçons momentanés. « Personne ne viendra te sauver », a-t-elle poursuivi, sa voix s'adoucissant, presque tendre. « Personne ne te cherche, même. Plus vite tu l'accepteras, plus vite nous pourrons avancer ensemble. » La trappe a claqué avant que je puisse répondre. J'ai entendu le verrou s'enclencher, suivi de ses pas remontant à l'étage. Je suis resté dans le silence pendant plusieurs minutes, laissant la réalité de ma situation s'imposer à nouveau. Puis, lentement, j'ai tendu la main vers l'enregistreur caché sous la latte. « Jourdi » ai-je murmuré dedans. John est passé. J'ai essayé de l'alerter mais j'ai échoué. Elle est convaincue que personne ne se doute de rien, et elle a probablement raison. Je ne peux pas compter sur un sauvetage. La porte est mon seul espoir. J'ai éteint l'appareil et j'ai examiné mon travail sur la porte. La quatrième et dernière vis s'avérait la plus difficile, positionnée sous un angle gênant qui rendait difficile l'utilisation de mon outil de fortune. Alors que je travaillais cette nuit-là, je l'ai entendu faire les 100 pas à l'étage, ses pas plus agités que d'habitude. L'intervention ratée semblait l'avoir déstabilisée, peut-être n'était-elle pas aussi confiante qu'elle le prétendait. J'ai fait une pause, écoutant ses mouvements, essayant de comprendre son état d'esprit. Elle était imprévisible, versatile. Si John mentionnait sa visite à quelqu'un d'autre, s'il partageait ses soupçons. Non, je ne pouvais pas me permettre d'espérer une intervention extérieure. Mon évasion ne pouvait dépendre de l'intuition ou de l'inquiétude de quelqu'un d'autre. Je devais supposer que j'étais entièrement livré à moi-même. Avec une détermination renouvelée, je suis retourné à la vis récalcitrante, ignorant la douleur dans mes doigts à vif. À l'aube, j'avais réussi à la desserrer juste assez pour qu'avec une force suffisante, je puisse arracher le mécanisme. Mais pas encore. Le timing serait crucial. Je devais être certain qu'elle dormait profondément quand je tenterais ma chance, et je devais être préparé à ce qui suivrait, preuve en main, chemin clair vers la police. Alors que je cachais à nouveau mon travail et retournais sur le canapé-lit, l'épuisement m'a finalement rattrapé. Malgré l'échec avec John, malgré l'aspect désespéré de la situation, j'ai senti une infime lueur de progrès. La porte était presque prête, mes enregistrements contenaient des preuves accablantes, et surtout, je comprenais désormais avec une clarté absolue que ma survie dépendait entièrement de moi. Aucun sauvetage n'allait venir, personne ne suspectait la vérité. Ce n'était qu'elle et moi, enfermés dans un jeu tordu de captivité et de tromperie. Mais contrairement à elle, je savais exactement ce qui était en jeu, et j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour regagner ma liberté. À travers le brouillard d'un sommeil imminent, une pensée s'est cristallisée avec une parfaite clarté, demain soir, je passerai à l'action. D'une manière ou d'une autre, cette captivité prendrait fin. Jour 11, le jour où tout changerait. D'une manière ou d'une autre. J'ai passé la matinée à vérifier méticuleusement mes préparatifs. L'enregistreur, avec ses menaces et ses aveux, était caché dans ma poche. Le mécanisme de la porte ne tenait presque plus, les vis suffisamment desserrées pour que je puisse les retirer rapidement le moment venu. Mon corps entier vibrait d'une énergie nerveuse. Elle semblait différente aujourd'hui, elle aussi, plus agitée, vérifiant ma présence plus souvent que d'habitude. Avait-elle senti quelque chose ? Soupçonnait-elle que je préparais quelque chose ? Je ne pouvais pas me permettre de me trahir, pas alors que j'étais si près. « Tu es silencieux aujourd'hui », a-t-elle remarqué pendant le déjeuner. « À quoi penses-tu » J'ai croisé son regard à travers la trappe, veillant à garder une expression neutre. « À nous. À l'avenir. Ce qui arrive ensuite. » Ses yeux se sont allumés de cet espoir troublant que j'avais appris à reconnaître. « Comprends-tu enfin que nous sommes faits pour être ensemble ?» J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici, ai-je répondu, délibérément ambigu. Elle m'a étudié longuement, puis a hoché la tête, apparemment satisfaite. Bien, c'est bien. Peut-être qu'on pourra bientôt discuter des préparatifs pour quand tu seras prêt à remonter. Mon cœur battait la chamade, mais je suis resté impassible. J'aimerais bien. Patience, a-t-elle dit, un sourire jouant sur ses lèvres. Nous y arriverons quand tu seras vraiment prêt. La trappe s'est fermée, et j'ai relâché un souffle que je ne savais pas retenu. Elle croyait à mon jeu, du moins partiellement. Il faudrait que ça suffise. Tout au long de la journée,
je me suis forcé à rester calme, à conserver mon énergie pour ce qui m'attendait. Je ne savais pas à quelle heure elle se couchait d'habitude, mais d'après les bruits à l'étage, je l'estimais vers 23 heures la plupart des nuits. J'attendrais au moins 1 heure du matin pour être sûr qu'elle dormait profondément. Les heures s'écoulaient avec une lenteur insupportable, chaque craquement de la maison, chaque son lointain à l'étage, faisait bondir mon pouls. J'ai fait les 100 pas dans le sous-sol, répétant chaque étape de mon plan, ouvrir la porte, monter silencieusement les escaliers, trouver mon téléphone si possible, sortir de la maison sans la réveiller, aller tout droit au poste de police à 8 km de là. Simple en théorie, terrifiant en exécution. Le dîner est passé. J'ai fait semblant d'être fatigué, bâillant visiblement quand elle est venue voir si tout allait bien vers 21 heures. « Tu te couches tôt ?» a-t-elle demandé. « Pas grand-chose à faire d'autre ici en bas » ai-je répondu en haussant les épaules. « Dors bien, alors ?» a-t-elle dit, presque tendrement. « Peut-être que demain apportera des changements. » J'ai hoché la tête, reconnaissant qu'elle m'offrait l'excuse parfaite pour mon silence le reste de la nuit. 22 heures, puis 23 heures. La maison est tombée dans le silence, hormis les bruits naturels d'une vieille structure. À minuit, j'ai entendu ce que j'attendais, la chasse d'eau, l'eau coulant brièvement, puis sa porte de chambre se fermant. Pourtant, j'ai attendu, comptant les minutes qui semblaient des heures jusqu'à ce que le réveil digital que j'avais fabriqué montre 1h30 du matin. Il était temps. Je me suis dirigé silencieusement vers la porte, retirant le couteau à beurre de sa cachette. Avec des mouvements exercés, j'ai commencé à retirer les vis de la plaque de serrure, veillant à faire le moins de bruit possible. La première est sortie facilement, la deuxième a suivi, la troisième a opposé une certaine résistance mais a fini par céder. La quatrième, celle avec l'angle gênant, a failli me vaincre, mais après plusieurs minutes de tension, elle est sortie aussi. Toutes les vis retirées, j'ai poussé doucement sur le mécanisme. Il a tenu un instant, puis a cédé avec un léger « pop » qui a semblé tonner dans la maison silencieuse. Je me suis figé, écoutant intensément tout signe qu'elle aurait pu entendre rien, juste le son lointain de ses ronflements doux. Précautionneusement, j'ai tourné la poignée et poussé. La porte s'est ouverte avec un grincement qui a glacé mon sang. Encore une fois, je me suis figé, écoutant. Le ronflement se poursuivait sans interruption. Je suis sorti de ma prison pour la première fois en 11 jours, les jambes tremblantes. Le couloir était sombre, éclairé seulement par une veilleuse dans la cuisine. Je m'y suis dirigé, posant chaque pied avec une attention délibérée sur les planches qui savaient me trahir avec leur craquement. Dans la cuisine, j'ai scanné rapidement l'endroit pour trouver mon téléphone, mais il était introuvable, elle a dû le cacher ou le détruire. Peu importe. Arriver en sécurité était plus important que de récupérer mes affaires. J'ai vérifié la porte d'entrée, verrouillée, la clé manquait à son crochet habituel. La porte arrière, alors. Je me suis dirigé à travers la salle à manger, le cœur dans la gorge à chaque pas. La porte arrière était équipée d'un simple verrou qui ne nécessitait pas de clé de l'intérieur. La liberté était à portée de main. J'ai tendu la main vers le verrou, puis j'ai hésité. L'enregistreur dans ma poche semblait soudain peser lourd. J'avais des preuves, certes, mais seraient-elles suffisantes ? Quelqu'un croirait-il que mon épouse apparemment dévouée m'avait gardé prisonnier dans notre sous-sol ? Je devais en être sûr. Je devais voir son visage pendant qu'elle dormait, prendre une dernière preuve avant de laisser ce cauchemar derrière moi. La décision était imprudente, dangereuse même, mais nécessaire. Je me suis détourné de la porte et me suis dirigé silencieusement vers l'escalier, chaque pas mesuré. Notre porte de chambre était entr'ouverte, ses ronflements légers me guidant. Je me suis arrêté sur le seuil, le pouls battant si fort dans mes oreilles que je craignais de la réveiller. Puis, je suis entré, retirant l'enregistreur de ma poche et appuyant sur « Enregistrer ». Elle était étendue sur notre lit, le visage serein dans le sommeil, un bras jeté sur ce qui était autrefois mon côté du matelas. Je me suis approché, orientant l'enregistreur pour capturer son image dans la pénombre filtrant à travers les rideaux. « C'est ma femme », ai-je murmuré dans l'appareil, qui m'a drogué et gardé prisonnier dans notre sous-sol pendant 11 jours parce que j'ai demandé le divorce. J'enregistre ceci à environ 2 heures du matin comme preuve de mon évasion. Quelque chose a changé dans sa respiration d'un sursaut, une pause trop longue pour être naturelle. J'ai reculé vers la porte, réalisant soudain la terrible erreur que j'avais commise. Ses yeux se sont ouverts, se fixant sur les miens avec une clarté étonnante pour quelqu'un qui venait de se réveiller.
Toi, a-t-elle dit, la voix étrangement calme, comment es-tu sorti? J'ai bondi de la pièce, abandonnant la discrétion pour la vitesse. Derrière moi, je l'ai entendu se précipiter hors du lit, s'épatonnant à ma poursuite. Tu ne peux pas me quitter, a-t-elle crié, sa voix transformée en quelque chose de primal et terrifiant. J'ai pris l'escalier 2 marches à la fois, manquant de tomber dans ma précipitation. La porte arrière était juste devant à 6 mètres, 3 mètres. Sa main a attrapé mon épaule juste au moment où je l'atteignais. Je me suis dégagé, tournant pour lui faire face. Au clair de lune filtrant par la fenêtre, son visage était contorsionné de rage et de désespoir. Si tu pars, a-t-elle haleté, je dirai que tu m'as agressé. Je dirai que tu es violent depuis des années. Qui penses-tu qu'ils croiront? L'épouse dévouée ou le mari qui a disparu sans un mot pour personne? J'ai levé l'enregistreur, toujours en marche. J'ai tout. Chaque menace, chaque aveu. C'est fini. Ses yeux se sont agrandis, faisant des allers-retours entre mon visage et l'appareil dans ma main. Un instant, j'ai cru qu'elle allait se jeter dessus. Au lieu de cela, elle a fait un pas en arrière, son expression passant à quelque chose de calculateur. Tu n'arriveras pas jusqu'à la police, a-t-elle dit doucement. Je dirai que tu as eu une rupture psychotique, que j'ai essayé de t'aider, que tu es dangereux. Et c'est donc, ai-je défié, me tournant vers la porte et faisant glisser le verrou avec des doigts tremblants. Alors que j'ouvrais la porte, l'air frais de la nuit s'est engouffré, porteur du doux parfum de la liberté. Je suis sorti, m'attendant à moitié à ce qu'elle me plaque au sol par derrière, pour me traîner de nouveau dans cette maison des horreurs, mais elle est restée sur le seuil, me regardant avec ses yeux fixes qui ne contenaient plus aucune trace de la femme que j'avais aimée. Ce n'est pas fini, a-t-elle crié derrière moi, sa voix portant étrangement dans la nuit calme. Je lui ai tourné le dos et j'ai commencé à courir vers la route principale, l'enregistreur serré dans ma main. Elle avait tort, c'était fini pour elle. Je devais juste atteindre le poste de police à 8 kilomètres. Un pas après l'autre. Alors que je courais dans l'obscurité, le poids de la captivité semblait tomber à chaque foulée. Qu'elle me suive ou non, qu'elle essaie de tisser d'autres mensonges ou non, j'avais la vérité enregistrée. Je m'étais échappé, et je ne sous-estimerai plus jamais ce dont une personne est capable quand elle décide que si elle ne peut pas vous avoir, personne ne le pourra. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent, jetant sans cesse des coups d'œil par-dessus mon épaule en m'attendant à voir des phares me foncer dessus, mais la route derrière moi restait noire. Peut-être ne m'avait-elle pas suivi, peut-être était-elle occupée à construire sa défense, préparant la toile de mensonges qu'elle tisserait lors de la confrontation. Le poste de police se profilait, son enseigne illuminée comme un phare dans la nuit. Malgré mon épuisement, j'ai entamé un sprint final, faisant irruption dans le poste avec une telle force que l'officier à l'accueil a bondi sur ses pieds, portant instinctivement la main à son arme. « Monsieur. Calmez-vous » a-t-il ordonné, notant mon apparence défaite, vêtements sales, mains ensanglantées, regard hagard. Ma femme, ai-je haleté, luttant pour reprendre mon souffle. Elle m'a enfermé dans notre sous-sol pendant 11 jours. Je viens de m'échapper. J'ai des preuves. J'ai tendu l'enregistreur comme une offrande. Le scepticisme sur son visage était immédiat et prévisible. Je devais avoir l'air dérangé, paranoïaque, mais j'étais préparé. S'il vous plaît, ai-je dit, plus calme maintenant, écoutez simplement. 2 heures plus tard, j'étais assis dans une salle d'interrogatoire, une tasse de café fumante entre les mains, tandis qu'un détective rejouait mes enregistrements pour la 3e fois. L'incrédulité initiale avait laissé place à une inquiétude sombre alors que les preuves s'accumulaient, ces menaces explicites, ces explications détaillées sur la manière dont elle avait camouflé ma disparition, les bruits de la porte verrouillée, mon évasion documentée. Monsieur Johnson, nous aurons besoin d'une déclaration complète, a dit l'officier qui avait été assigné à mon dossier, mais je veux que vous sachiez que nous vous croyons. Nous envoyons des officiers à votre domicile dès maintenant pour emmener votre femme en interrogatoire. Le soulagement m'a submergé, faisant trembler mes mains si violemment que du café a coulé sur la table. Elle niera tout. Elle dira que je fais une dépression. Les preuves parlent d'elles-mêmes, m'a assuré l'officier. Et nous allons exécuter un mandat de perquisition chez vous. S'il y a des preuves de votre captivité dans ce sous-sol, nous les trouverons. J'ai hoché la tête, soudain submergé par l'épuisement. L'adrénaline qui m'avait porté jusqu'au poste s'éteignait, me laissant vide. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour vous, a-t-elle demandé. Quelque part où vous pouvez séjourner ce soir?
J'y ai réfléchi, puis je lui ai donné le numéro de John. De tous mes collègues, il avait été le seul à venir à la maison, le seul à exprimer un soupçon. Il méritait de connaître la vérité en premier. Le reste de la nuit s'est déroulé dans un flou de déclarations, d'examens médicaux et d'appels téléphoniques. John est arrivé, son visage livide quand il a réalisé ce qui s'était passé alors qu'il se tenait dans mon salon, trompé par le bruit de la télévision. Mes parents ont été contactés, leur soulagement tournant rapidement à l'horreur en apprenant ce que leur belle-fille avait fait. C'était presque l'aube quand les officiers envoyés chez moi sont revenus, leurs expressions m'ont tout dit avant qu'ils n'ouvrent la bouche. Elle est en détention, a confirmé l'officier en chef. Nous l'avons trouvée en train d'essayer de nettoyer le sous-sol, enlevant le matelas, réparant la serrure. Les preuves étaient exactement là où vous aviez dit qu'elles seraient. J'aurais dû me sentir triomphant, au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'un profond sentiment de vide. La femme que j'avais aimée autrefois, avec qui j'avais construit une vie, était si perturbée qu'elle avait préféré m'emprisonner plutôt que de me laisser partir. Qu'est-ce que cela disait de mon jugement, de ma compréhension de la nature humaine? Il y a autre chose, a ajouté l'officier, son ton changeant légèrement. Elle prétend que vous étiez convenu d'un jeu de rôle, que le sous-sol était un fantasme de confinement consenti qui a mal tourné. Un rire amer m'a échappé avant que je ne puisse le retenir. Et le fait de me droguer? Les mensonges à tout le monde sur ma disparition? Les menaces enregistrées sur cet appareil? Est-ce que cela faisait aussi partie de la fantaisie? L'officier a secoué la tête. Son histoire est pleine de trous. Avec vos enregistrements et les preuves physiques, nous avons un dossier solide. Mais je voulais que vous soyez préparés, cela pourrait être salissant. Salissant était un euphémisme. Les semaines suivantes furent un tourbillon de procédures judiciaires, d'évaluations psychiatriques et de conversations inconfortables avec des amis et la famille, qui luttaient pour réconcilier la femme charmante qu'il connaissait avec l'individu perturbé qui avait emprisonné son propre mari. Certains ne m'ont pas cru au début, certains ont suggéré que j'exagérais, qu'il devait y avoir des signes que j'avais ignorés, des provocations que je n'admettais pas. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient et que son comportement de plus en plus erratique en détention confirmait la sévérité de son instabilité mentale, le doute a laissé place à une acceptation horrifiée. Exactement un mois après mon évasion, je me tenais dans mon allée, clé en main, fixant la maison qui avait été à la fois foyer et prison. J'avais débattu de l'idée de la vendre sans jamais y remettre les pieds, mais mon thérapeute avait suggéré que reprendre possession de l'espace pourrait être une étape importante dans ma guérison. John attendait dans sa voiture, prêt à m'aider à emballer ce que je voulais garder, le reste serait géré par un service trié, donné ou jeté. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai remonté le chemin vers la porte d'entrée. À l'intérieur, tout semblait exactement comme dans mon souvenir, et pourtant fondamentalement changé. Les meubles étaient les mêmes, les photos étaient toujours accrochées au mur, mais la chaleur avait disparu, remplacée par un écho de peur dont je soupçonnais qu'il ne s'estomperait jamais vraiment. J'ai parcouru les pièces rapidement, identifiant les rares objets que je voulais garder, la montre de ma grand-mère, ma collection de livres, la couverture faite main de mon enfance. Tout le reste pouvait partir. Je ne voulais rien qui me rappelle elle, nous, la vie que nous avions construite sur ce que je comprenais maintenant avoir été une fondation d'obsession plutôt que d'amour. Puis, me préparant, je me suis approché de la porte du sous-sol. Elle était ouverte, le ruban de scène de crime pendant mollement du cadre. Au-delà, l'escalier descendait dans l'ombre. « Tu n'es pas obligé de descendre », a dit John doucement derrière moi. « Si, je dois le faire », ai-je répondu. Une dernière fois. Le sous-sol était transformé. La police avait retiré le matelas et beaucoup d'autres objets. Le mécanisme de la porte était toujours démonté, les vis manquantes. Sous la lumière crue de l'ampoule nue, cela semblait plus petit, moins intimidant que dans mes cauchemars. Je me tenais au centre de la pièce, affrontant mes peurs de plein fouet. C'était ici qu'elle m'avait gardé, où elle avait essayé de briser ma volonté et de plier la mienne à la sienne. C'était ici que j'avais trouvé des ressources en moi que je n'imaginais pas, détermination, ingéniosité et une volonté de survivre inébranlable. Alors que je me tournais pour partir, j'ai remarqué quelque chose qui brillait dans le coin, une petite clé qui a dû tomber lors des recherches policières. La clé de la porte du sous-sol. Je l'ai ramassée, un rappel tangible de ma captivité, et je l'ai glissée dans ma poche. À l'étage, j'ai fait un signe à John. J'ai fini. 2 jours plus tard,
j'ai appris qu'elle avait accepté un accord de plaider coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'un traitement psychiatrique dans le cadre de sa peine. Le procureur a expliqué que cela m'épargnait un procès, m'épargnait d'avoir à témoigner et à revivre l'épreuve dans les moindres détails. J'étais reconnaissant pour cette petite grâce. Le matin de sa condamnation, je me tenais à l'arrière de la salle d'audience, regardant alors qu'elle était conduite, menottée, vêtue d'une combinaison orange qui semblait drainer toute couleur de son visage. Pendant un instant, nos yeux se sont croisés. Je m'attendais à voir de la haine, du défi, peut-être même l'amour tordu qui l'avait poussé à de telles extrémités. Au lieu de cela, je n'ai vu rien, aucune reconnaissance, aucune émotion. C'était comme si la femme qui avait promis de m'aimer et de m'honorer, qui m'avait emprisonné plutôt que de me laisser partir, était autant une étrangère pour elle-même qu'elle l'était maintenant pour moi. Quand le juge a demandé si elle voulait faire une déclaration, elle s'est levée lentement, sa voix à peine audible. « Je l'aimais », a-t-elle dit simplement. Si je ne pouvais pas la voir, personne ne le pourrait. La finalité de ces mots s'est abattue sur la salle d'audience comme de la poussière. Le juge l'a condamnée à 15 ans avec traitement psychiatrique obligatoire, le maximum autorisé par l'accord. Alors qu'elle était emmenée, je suis resté assis, un étrange sentiment de calme remplaçant la tourmente qui m'avait consumé pendant des semaines. C'était fini. Elle ne pouvait plus me faire de mal. À l'extérieur du tribunal, les journalistes réclamaient une déclaration. J'ai refusé, passant devant leurs questions criées, la tête haute. Mon histoire m'appartenait, quand et si je choisissais de la raconter. Plus tard cette nuit-là, seul dans mon nouvel appartement en ville, j'ai sorti la clé du sous-sol que j'avais trouvée, l'étudiant à la lumière de la lampe. Une si petite chose pour avoir causé tant de douleur. J'ai envisagé de la garder, un rappel de ce que j'avais survécu. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, l'ai ouverte et ai jeté la clé aussi loin que possible dans l'obscurité, la regardant décrire un arc dans la nuit. Je n'avais pas besoin de rappel physique de ma captivité. Les leçons étaient gravées dans mon âme sur la nature humaine, la résilience, la liberté. La liberté n'est pas seulement des portes ouvertes et des fenêtres sans barreaux, c'est choisir son propre chemin, même quand ce chemin mène à travers les ténèbres. C'est trouver une force que l'on ne soupçonnait pas face à ses pires peurs, et parfois c'est lâcher prise sur le passé, clé par clé, souvenir par souvenir, jusqu'à ce que tout ce qui reste soit la personne que l'on est devenu marqué, peut-être, mais intacte. Alors que je fermais la fenêtre face à l'air de la nuit, je me suis fait une promesse, je ne laisserai pas 11 jours de captivité définir le reste de ma vie. Je m'étais échappé du sous-sol, maintenant, il était temps d'échapper à son ombre. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous dont je suis sûr que vous profiterez, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.